la ménopause n'est pas un événement isolé qui porte préjudice à la femme, c'est la suite logique dans notre vie cyclique. Déjà, je suis complètement en phase avec ton approche de dire que finalement, c'est pas un événement isolé et la périménopause, la ménopause, finalement, comment on la vit souvent, c'est un peu un reflet de comment on a vécu notre vie avant ça, un reflet de comment on s'est occupé de nous-mêmes. Et donc, ces grandes variations hormonales pendant parfois vraiment des années, voire une décennie tout entière, bah, ça peut perturber pas mal de choses puisque tout se recalibre dans notre corps et donc ça commence souvent par des problèmes de règles, de cycles, que voilà, soit qui deviennent hyper hémorragiques ou un peu éparses. On a 6 mois sans règles puis ça repart, mais il n'est pas normal comme à l'adolescence de vivre un enfer. On peut toujours faire énormément de choses, donc voilà, il est toujours temps de s'y mettre. Alors, donc moi c'est Marion, mon nom de scène on va dire c'est Marion Nutrition et je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins, donc mon métier revient à aider les femmes à surmonter leurs problèmes hormonaux quels qu'ils soient avec notre alimentation mais aussi des compléments alimentaires pointus de qualité praticien, vraiment à visée thérapeutique. Et de ce fait, je suis amenée à m'occuper de tout un tas de dérèglements hormonaux parce que bah voilà, il y en a beaucoup qui nous touchent, donc tous les soucis de règles, de cycle, bien évidemment de fertilité, conception, grossesse, postpartum, mais aussi beaucoup d'endométriose, beaucoup de syndrome des ovaires polykystiques, des soucis de thyroïde énormément, de peau, et aussi bien évidemment beaucoup de sujets autour de la périménopause et de la ménopause, bien sûr. Et donc voilà, mon cœur de métier, c'est de faire des consultations, c'est ce qui m'occupe le plus. Mais au-delà de ça, je fais plein de contenus éducatifs en ligne, donc voilà, des conférences, des lives, des e-books, plein de choses. J'ai aussi un programme en ligne en duo avec Ryan du compte Tulsi Nutrition pour transmettre aux pros de nutrition notre approche, nos outils, notre manière de travailler. Et puis j'ai publié un livre en tout début d'année qui s'appelle Trouver votre équilibre hormonal aux éditions Courrier du Livre. Donc voilà, moi en 2 mots. Super. Ben, en fait, c'est d'ailleurs avec ce livre que je t'ai connu parce qu'en fait, parce que moi aussi j'ai publié un livre cette année qui s'appelle le livre santé de la cuisine végétale, dans lequel j'aborde beaucoup la santé à travers la nutrition parce que c'est un livre de recettes, oui, d'accord, mais c'est surtout un livre qui éduque en fait à faire de notre alimentation une médecine. Et c'est en me baladant sur le salon du livre à Paris, le festival du livre, où je suis tombée sur ton livre et je me suis dit, oh, mais c'est génial! Et ça m'a parlé tout de suite et c'était parti d'un coup de cœur parce que on a énormément de choses qui sont complémentaires. Et moi, je suis arrivée à la nutrition à travers la médecine traditionnelle chinoise. Donc, en fait, j'ai ce biais-là, en fait, d'avoir cette approche énergétique au corps entre comment apporte de la chaleur, de la sécheresse, de l'humidité dans le corps à travers notre nutrition et à travers ce qu'on fait au quotidien, avec notre hygiène de vie. Et l'alimentation est fait de mon dada de la médecine chinoise. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, ah oui, des règlements hormonaux. Et dessus, sur la couverture, il n'y avait que des aliments. Je me suis dit, ça va être génial. J'ai feuilleté, je l'ai dévoré. Parce que nos approches alimentaires sont hyper congruentes, en fait. Et c'est pas souvent le cas. Parce que souvent il y a des régimes très spécifiques et très compliqués. Il faut supprimer ceci, il faut plus jamais manger cela. Et en fait, non, la santé se conjugue pas avec ça. La santé se conjugue avec le bon sens, avec l'écoute de son propre corps, avec les besoins de son propre corps. Et ça, c'est ma spécialisation en fait. Parfois, je me dis, je suis celle qui s'occupe des cas désespérés. Mais ça, c'est pas hyper vendeur. Mais en fait, c'est ça. Souvent, les gens, ils arrivent à moi et dans mes programmes, parce que moi, contrairement à toi, je consulte plus du tout. J'ai dû arrêter ça parce que j'avais tellement de demandes et tellement de champs d'intervention qu'en fait, que j'ai pas pu continuer les consultations. Donc aujourd'hui, j'ai des programmes en ligne. J'ai travaillé ensemble avec des coachs. On est plusieurs. On est une équipe de 5 juste dans le programme. Donc en fait, on est un peu plus grand et je passe mon temps en fait comme toi à produire plein de conférences, de contenus gratuits pour éduquer un maximum de personnes à être en meilleure santé. Et ma communauté, c'est beaucoup de femmes. Parce qu'en fait, en général, les femmes prennent quand même beaucoup mieux soin de leur santé que les hommes. Enfin, je lance ça ici comme ça. S'il y a des hommes dans l'audience, peut-être, mais bon. Moi, c'est ce qu'on remarque toutes. Hein, ouais,
exactement ça. Et souvent, chez les femmes, et je pense que tu as dû remarquer ça aussi, bon, chez les règles, avec les règles, ça arrive avant, et des trucs de conception, en fait, que toi, tu gères aussi les problèmes de conception. Mais les vrais problèmes, en fait, ça démarre quand on a enfin le temps de s'occuper de soi. Quand les enfants sont suffisamment grands pour que notre corps de femme a le droit d'être un peu malade et de dire, et moi, j'existe aussi. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui sont en périménopause Mm. ou déjà en pleine ménopause ou qui l'ont passé et qui ont, comme toutes les femmes, des soucis avec ça. Mm. Parce qu'en fait, la ménopause n'est pas un événement isolé qui porte préjudice à la femme, c'est la suite logique dans notre vie cyclique. Et comme les règles qui arrivent et les règles qui repartent, ça s'inscrit dans un grand tout et on peut absolument pas l'isoler comme un événement qu'il faut traiter comme un événement, mais c'est plein de choses qui rentrent là-dedans. Et là, je vais laisser parler Marion, parce qu'en fait, moi, j'ai donné une conférence sur sur la ménopause il y a pas très longtemps, en septembre, du point de vue de la médecine chinoise. Et là, je te laisse juste parler dans ce contexte-là, en fait, des cycles de la femme entre le début et la fin, de tous les grands problèmes, en fait, que les femmes rencontrent, notamment dans ce contexte, en fait, de règles et de ménopause, et de comment est-ce que ça se conjugue tout au long de la vie de femme avec les problèmes qui se présentent aujourd'hui. Vaste sujet. Alors, par où commencer? Déjà, je suis complètement en phase avec ton approche de dire que finalement, c'est pas un événement isolé. Et la périménopause, la ménopause, finalement, comment on la vit, souvent, c'est un peu un reflet de comment on a vécu notre vie avant ça, un reflet de comment on s'est occupé de nous-mêmes, un reflet de notre hygiène de vie, notre alimentation, notre stress, notre sommeil, etc. Et donc, effectivement, souvent, il y a des femmes qui n'ont absolument aucun problème avant avec leurs règles, avec leur fertilité, quoi que ce soit, et qui, à la ménopause, là, elles s'en prennent plein la figure et c'est un petit choc. Donc, même quand on n'a jamais eu de problème avant, c'est pas une garantie que tout se passera le mieux possible. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avant, des problèmes dès la puberté, ou à l'arrêt de la pilule, ou des femmes qui prennent la pilule très longtemps, ce qui masque en fait leurs hormones naturelles, et quand elles l'arrêtent, boum, il y a des problèmes. Donc, il y a aussi cette notion de, ça se trouve, il y avait des problèmes, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire l'expérience. Et parfois, il y a des femmes qui arrêtent la pilule sur le tard, en plein dans la périménopause, et du coup, elles se prennent voilà, tout dans la figure un petit peu en même temps, malheureusement. Et c'est vrai que je sais pas si c'est ton expérience avec toutes les personnes que tu suis, mais le gros des soucis qu'on rencontre à cette période-là, souvent, c'est concentré sur la périménopause plus que sur la ménopause finalement. Et en fait, dans nos têtes, les bouffées de chaleur, les choses qu'on associe à la ménopause, c'est plus des choses de périménopause, même si voilà, la frontière n'est pas forcément nette pour tout le monde. Et donc cette périménopause, c'est cette période de voilà, 3, 5, 10, 12 ans parfois avant l'arrêt total des règles, la ménopause, qui est une vraie transition. C'est un peu comme, moi je dis beaucoup, c'est un peu l'adolescence à l'envers. À l'adolescence, voilà, les hormones commencent à monter, et donc il peut y avoir voilà, des petits soucis, des petits problèmes. On n'est pas censé avoir des problèmes majeurs, mais voilà, c'est un recalibrage, voilà, un calibrage hormonal à l'adolescence qui se fait tranquillement. Et puis à la périménopause, voilà, c'est la même chose, mais à l'envers, les hormones descendent. Alors pour la progestérone, c'est plutôt, la progestérone descend vite et de manière assez radicale, mais de manière assez linéaire, alors que l'estrogène, oui, elle finit par être un petit peu au point mort, même si on en produit toujours un tout petit peu, même après la ménopause. Mais en passant, elle peut faire des grands écarts, des montagnes russes et atteindre parfois des seuils jamais atteints dans notre vie de femme. Donc on se retrouve pendant cette périménopause vraiment avec de l'estrogène, un coup hyper haut, un coup normal, un coup hyper bas, un coup hyper haut. Et voilà, ça peut produire quand même beaucoup de symptômes. Et c'est pour ça que tester ces hormones à la périménopause peut nous donner pas mal de petites surprises parce qu'on ne sait jamais un petit peu où on en est au niveau de cet estrogène. Et donc, ces grandes variations hormonales pendant parfois vraiment des années, voire une décennie tout entière, ça peut perturber pas mal de choses puisque tout se recalibre dans notre corps. Et donc, ça commence souvent par des problèmes de règles, de cycles, que voilà, soit qui deviennent
hyper hémorragique ou un peu éparse, ou on a du spotting par-ci par-là, on comprend pas trop, on a des cailloux tout d'un coup, on a 6 mois sans règles, puis ça repart, et puis après il y a des soucis de sommeil qui s'installent, et puis potentiellement une myriade d'autres symptômes, voilà, que certainement ton audience connaît bien, des douleurs articulaires, des sécheresses de peau, vaginales, des sueurs nocturnes, des maux de tête, de l'anxiété, entre mille autres choses. Donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Après, c'est normal de faire l'expérience d'une autre réalité parce que dans notre corps, il se passe pas la même chose que quand on a nos règles, voilà, quand on est dans notre période cyclique avant périménopause. Donc, faut pas s'attendre à être la même personne, entre guillemets, mais il n'est pas normal, comme à l'adolescence, de vivre un enfer. Donc, il n'est jamais trop tard pour s'en préoccuper, même si je dis que c'est un reflet de comment on a vécu notre vie avant. On peut toujours faire énormément de Ouais. choses. Donc, voilà, il est toujours temps de s'y mettre. Bah, nous, on observe ça beaucoup en médecine chinoise, que finalement, en fait, les symptômes de ménopause, c'est un grand fourre-tout dans lequel on met tout, et surtout, on a la tendance de tout mettre sur le dos de la ménopause, alors que je trouve que la ménopause, souvent, c'est un révélateur de tout ce qui dysfonctionne déjà en amont. En médecine chinoise, on a toujours cette tendance de mettre le corps entre le yin et le yang, et d'une manière extrêmement raccourcie, on pourrait dire que les oestrogènes sont yin et la progestérone est yang, et on a un déclin des deux à la ménopause. En tout cas, on a un changement, c'est-à-dire on a un réajustement, et s'il y a un des deux qui est déjà en vide en avant, c'est-à-dire qu'on a un terrain qui est plutôt qui tend vers le chaud, qui tend plutôt vers le froid, plutôt vers la sécheresse, plutôt vers l'humidité, ben en fait, la ménopause, ça va juste s'exacerber dans tous les sens. Et ça va créer plus ou moins de dérèglements. Et je trouve ça très intéressant toujours de regarder le corps dans sa globalité et de dire, OK, il y a plein de choses. Et là, il y a un petit coup d'accélérateur à travers le dérèglement, le re-règlement hormonal, parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe à la ménopause. C'est pas dénaturel, enfin, c'est naturel, en fait, ce qui se passe. C'est juste que le corps a besoin d'avoir tous les outils. Et j'ai appris beaucoup de choses avec toi, et notamment en lisant ton livre, ça fait tellement longtemps que je chemine dans l'alimentation qu'il y a plein de choses que je sais, qu'on sait tous d'ailleurs. Et à chaque fois, quand on les reçoit d'une manière très concentrée, genre un après l'autre, on se rend compte que, ah oui, quand même, ça en fait beaucoup de trucs qui influent sur notre corps de femme, parce qu'il faut quand même le dire que les hommes, ils subissent beaucoup moins d'influence à travers notre alimentation et notre environnement, en fait, tout ce qui nous entoure, sur leur cycle hormonal ou sur leur production hormonale. Et en plus de ça, ils n'ont même pas de pilule. Enfin, parlons même pas de ça, parce qu'en fait, nous, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui influent sur les différents types d'hormones qu'on a, et ça crée quand même des problèmes beaucoup, beaucoup plus grands. Et comment est-ce que ces hormones-là, pour approfondir ça un petit peu, notamment chez la femme, vont influer ou vont être, comment dire ça, mêlées à notre métabolisme, digestion. Tu as parlé de la thyroïde, donc en fait la régulation du chaud et du froid, hein, et de plein d'autres choses. Comment est-ce que ça s'exprime plutôt au niveau, enfin, parlons de mon expertise au niveau du système digestif, de l'alimentation. Je veux dire, ouais. Quel est l'impact des hormones sur le métabolisme? En fait, alors déjà, par métabolisme, souvent, on pense que par ce mot, on ne décrit que notre capacité à prendre ou perdre du poids facilement, difficilement. Mais en fait, c'est tellement plus large que ça. Le métabolisme, c'est le rythme auquel notre corps fonctionne, même au niveau cellulaire, quoi. Le rythme de notre connexion neuronale, de notre transit, de notre rythme cardiaque, des réactions chimiques qui se font chaque seconde dans chaque cellule de notre corps. Donc, c'est plus large que ça, mais de ce fait, ça impacte aussi notre prise, perte de poids facile, difficile. Et le métabolisme, en fait, est essentiellement hormonal. Le métabolisme, c'est dirigé par les hormones, et ces hormones impactent toutes les autres hormones, donc c'est vraiment une grande symphonie hormonale et métabolique en même temps. Et alors quand on pense métabolisme, on associe souvent l'hormone insuline, donc déjà c'est une hormone, le métabolisme est régulé par l'insuline, cette hormone qui en fait est une hormone
stockage, et donc plus on en produit, plus on stocke, mais plus on en produit, plus aussi finalement notre métabolisme global ralentit, notre thyroïde ralentit, nos hormones sont perturbées, et puis le métabolisme il est aussi régulé de manière très directe par la thyroïde qui produit des hormones thyroïdiennes là aussi. Et les hormones thyroïdiennes vraiment elles vont affecter chaque cellule de notre corps et affecter le rythme auquel elles fonctionnent, donc notre métabolisme. Donc vraiment le métabolisme est intrinsèquement hormonale et comme je disais à l'instant, elles s'impactent toutes. Moins on produit d'hormones thyroïdiennes, plus il y a d'insuline, plus potentiellement l'estrogène finit par monter, la progestérone par descendre, les hormones androgènes par monter, et du coup c'est le chaos complet, et finalement c'est comme des dominos qui s'entrechoquent et qui tombent les uns les autres, et c'est pourquoi en fait on peut jamais considérer une hormone vraiment isolée, parce qu'elles s'impactent toutes, et même de manière plus globale, on peut pas considérer les hormones de manière isolée non plus, parce que les hormones sont impactées par tout et n'importe quoi et impactent tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que mes clientes, souvent, bon, elles viennent me voir pour des déséquilibres hormonaux, mais souvent, en fait, dans les premières fois que je les vois, je leur parle pas vraiment d'hormones. Je leur parle de statut nutritionnel, de santé digestive, etc. Parce que finalement, les hormones ne sont régulées que quand tout ça est régulé. Et voilà, ça prend part dans une vraiment considération beaucoup plus globale que juste les hormones, mais métabolisme et hormones sont intrinsèquement liés. Et ce qui est intéressant par rapport à la périménopause, la ménopause, plus spécifiquement par rapport au métabolisme, c'est que en fait l'estrogène notamment, qu'on finit un beau jour par perdre au moment de la ménopause, elle a un lien très très étroit avec l'insuline et les hormones thyroïdiennes qui elles-mêmes ont un lien étroit avec le métabolisme. Typiquement, tu vois, avant la périménopause, la ménopause, l'estrogène sensibilise nos cellules à l'insuline et font en sorte que l'insuline fasse bien son job, que les cellules obéissent bien à l'insuline et reçoivent finalement le sucre qui était dans le sang avant pour pouvoir fonctionner. Quand on perd l'estrogène une fois ménopausée, on n'a plus en fait cet avantage de l'estrogène par rapport à la sensibilisation des cellules à l'insuline et on devient naturellement, physiologiquement, dans une certaine mesure, un peu plus insulino-résistante, c'est-à-dire qu'on a beau produire de l'insuline, les cellules ne réagissent pas trop et en réaction, le corps produit toujours plus d'insuline pour forcer le sucre à rentrer dans les cellules. Et ça peut contribuer donc typiquement à la prise de poids sur la ceinture abdominale, typique, voilà, ménopause, donc beaucoup de femmes se plaignent, mais aussi à plein d'autres choses et finalement un métabolisme ralenti de manière globale avec voilà, tout un tas de problèmes qui émergent et aussi un terrain plus propice à développer voilà, ce qu'on ne veut pas développer avec l'âge, la démence, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc., etc. Et puis, à la périménopause, finalement, le recalibrage hormonal ne concerne pas que l'estrogène et la progestérone, puisque toutes les hormones fonctionnent en synergie. Et la thyroïde, du coup, doit s'adapter à cette nouvelle réalité estrogène-progestérone qui l'affecte. Et ce recalibrage thyroïdien ne se fait pas toujours hyper bien. Et il est assez commun qu'on développe des hypothyroïdies, une hypothyroïdie à ce moment-là. Moi, je le vois très très fréquemment. Et quand la thyroïde fonctionne moins bien, quand on est en hypothyroïdie, le métabolisme est aussi hypo, il est ralenti et du coup ça rame, on prend du poids, on a des difficultés à en perdre, on a des soucis de sommeil, on est anxieux et finalement ça correspond beaucoup aux symptômes de la périménopause. Et souvent on se dit ok, je suis en pleine périménopause sans prendre en considération en fait ce qui se passe au niveau de la thyroïde. Sauf que voilà, pour mieux vivre cette période, il faut absolument s'occuper de la thyroïde, entre autres. Donc longue réponse. Oui, mais en fait, c'est tellement ça, tu vois, c'est la thyroïde, par exemple, en médecine chinoise, soit nous, on a aussi, c'est aussi le yin et le yang. Une hypothyroïdie, ça va être plutôt un vide de yang, c'est-à-dire un déclin trop rapide du progestérone. Et puis après, l'hyperthyroïdie, ça va être plutôt une plénitude d'œstrogène, mais en fait, tout est tellement interdépendant. En fait, je le sais qu'on peut pas juste dire c'est l'un, c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. Tout est, quand t'as un endroit, c'est déréglé, ben en fait, ça a une cascade sur tout le reste. Et avec l'alimentation d'aujourd'hui et tout ce qu'on rencontre en fait comme toxines, pour le dire comme ça, on a quand même un sacré impact sur les hormones. Si tu devais lister les plus gros impacteurs du dérèglement hormonal à travers notre nutrition et notre hygiène de vie, des produits qu'on utilise, qu'on mange et tout ça, ce serait lesquels? Il y en a plein.
Et généralement, en fait, il y a tout qui rentre en jeu. On n'a jamais un seul problème. Hein. Ouais, Tout, enfin voilà, si c'était simple, je pense que on n'aurait pas beaucoup de travail. c'est ça. Euh, Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais déjà, pour faire simple, avant même de parler de nutrition, bon, bah, le stress, hein, évidemment. Le stress dérègle absolument tout. Il suffit de stress pour que nos hormones, voilà, soient en chaos. Et aujourd'hui, c'est un peu l'épidémie. Hein, enfin, voilà, tout le monde, hein, moi y compris. Hein, avant le live, j'étais en train de faire un petit exercice de respiration parce que j'étais stressée dans cette semaine. Donc bon, ça, clairement, c'est l'ennemi numéro un de nos hormones. Parce que quand on est stressé, que ce soit psychologique ou même physiologique, bah, la priorité pour notre corps, c'est pas de faire en sorte que les hormones soient régulées. La priorité, c'est de combattre le stress, même s'il est imaginaire, et du coup, au dépend de nos hormones qui sont parfois inhibées, voilà, parfois potentialisées. Donc il y a ça, il y a le manque de sommeil. Là aussi, en fait, le manque de sommeil, c'est tout simplement un stress physiologique. Et le lendemain, dès qu'on a moins dormi, bah, au lieu de tenir avec de l'énergie organique, on tient sur les nerfs. Et à la longue, et ben, voilà, pareil, en fait, la priorité, c'est pas que les fonctions normales du corps se portent bien, c'est de survivre malgré un manque d'énergie. C'est ça. Il y a aussi un gros problème de toxicité. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec tellement de perturbateurs endocriniens, de voilà, substances qui n'ont rien à faire dans notre corps, mais aussi ce qu'on appelle les infections chroniques dont on ne se rend pas compte, mais qui prolifèrent dans notre corps. Et tout ça, ça fait accumuler beaucoup de déchets, de toxines qu'on est censé mettre dehors. Sauf que bah, notre corps, avec le temps qui passe, les carences nutritionnelles et le fait que notre corps est en mode stress, en fait, il a du mal à faire sortir tout ça s'accumule et finit par en demander beaucoup trop à notre corps qui ne peut pas suivre. Et puis en termes de nutrition, moi je constate un gros problème global de sous-nutrition. Alors le problème c'est pas qu'on n'est pas rempli parce qu'on n'a plus faim, on mange beaucoup de nos jours, mais en termes de densité nutritionnelle, c'est pas vraiment ça, parce que bah, nos aliments aujourd'hui ne sont plus aussi denses en vitamines, minéraux qu'ils ne l'étaient avant. Hein. Voilà, on a perdu les techniques de cuisine ancestrale qui sont réellement nourrissantes. On a voilà, appauvri nos sols avec l'agriculture conventionnelle, les pesticides, etc. Et puis bon, bah voilà, en tant que femme, on a tout un peu subi la culture de avoir tel ou tel corps, et donc on est très très nombreux, si ce n'est toutes, à avoir fait des Ouais. régimes, à s'être imposer des restrictions voilà, en termes de quantité, de calories, etc. Et tout ça, en fait, amène à des carences nutritionnelles qui se creusent avec le temps. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont végétariennes ou véganes sur le long terme. Et moi, j'observe dans ma pratique, en tout cas, que sur le long terme, ça crée toujours des carences qu'on ne voit pas forcément sur des prises de sang, puisque voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on voit au niveau cellulaire. Et voilà, on a beau fonctionner et se remplir, et ben notre corps il est en manque quoi. Et quand il est en manque, bah, on en revient finalement à une situation de stress physiologique où le corps bah, il n'a pas assez d'énergie, donc il fonctionne grâce au nerf, à la réaction de stress. Et donc ça c'est extrêmement épuisant pour le corps, ça nous Ouais. affaiblit. Et encore une fois, nos hormones, c'est pas la priorité qu'elles soient au beau fixe dans ce type de contexte. Et en fait, j'ai envie peut-être de résumer un peu la situation par rapport à tous ces facteurs de déséquilibre hormonaux en disant que tout ce que je viens de dire, finalement, ça, ça fait que notre corps ne se sent pas en sécurité. Qu'il y ait trop de toxines, Oui. pas assez de nutrition au niveau cellulaire, pas assez de sommeil, etc. Vraiment, notre corps, il est là, ça va pas, quoi. Je Oui. suis pas serein. Et quand ça va pas, bah, encore une fois, la priorité, c'est pas d'ovuler, de produire suffisamment de progestérone, de produire juste ce qu'il faut d'insuline, ni trop, ni pas assez. La priorité, c'est de survivre. Et donc, pour survivre, on produit beaucoup de cortisol, beaucoup trop d'insuline. Notre thyroïde ralentit parce qu'elle se met en mode conservation d'énergie, vu que j'en ai pas assez. Le métabolisme ralentit. Et là, c'est le cercle vicieux du déséquilibre hormonal, des déséquilibres hormonaux qui s'installent. Ouais. C'est exactement ça. J'ai vu un réel qui était super, qui est dans le truc des journaux télévisés. En fait, ils se recensaient plein d'aliments et leur différence entre aujourd'hui, il y a 50 fois, dans les années 50. Et genre, moi, j'ai juste retenu l'orange, genre, pour avoir la même quantité de vitamine C et de micronutriments qui sont dans une orange d'aujourd'hui, il faut en manger 17. 17. Wow. Enfin, déjà, avec 3, je pense qu'on n'en peut plus. Nous, on a constaté ça aussi, c'est qu'on a fait, on a beau s'alimenter le mieux possible, acheter bio, acheter les meilleurs aliments. Déjà, quand le métabolisme dysfonctionne, on n'assimile pas. Et malgré tout ça,
bah, par exemple, on a quand même quasiment toute la population qui a des déficiences en zinc, qui ont des déficiences en magnésium, qui ont des déficiences en vitamine B, tout simplement, parce que ce sont des fléaux du temps moderne. Il faut jamais oublier que le stress bouffe quand même, enfin, il consomme tellement de ce genre de micronutriments qu'on est en permanence en, en déficience, quoi. Et même nous, dans le programme d'alimentation, on fait comme toi, en fait, on complémente avec une stricte base, tout simplement, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les corps ont du mal à fonctionner s'il n'y a pas ce qu'il faut. Euh, et toi, qui est quand même vachement spécialisé dans les tests, moi je trouvais ça super. J'ai découvert tout un monde, enfin que je connaissais un petit peu, mais là c'était vraiment de rentrer un peu plus dans les détails et de faire des ponts avec ce que moi j'enseigne, qui sont vraiment absolument fantastiques. Quelles sont les plus gros carences en fait que toi tu constates dans tes patients et quelles sont en fait les carences qui impactent le plus le corps? Alors, des carences, il y en a des tonnes que je vois très très régulièrement. Mais en fait, quand on parle de vitamines et de minéraux, il y en a quand même dont on a besoin en beaucoup plus grande quantité que d'autres. Et donc, si ceux-là sont déjà carencés, j'ai envie de dire, forcément, en fait, par une réaction en chaîne, c'est toujours cette histoire de domino, bah, les minéraux dont on a besoin en plus petite quantité vont forcément être carencés. Donc, il y a des carences un petit peu en tout, mais celles qui sont peut-être le plus impactantes, dont il faut se préoccuper en premier pour pouvoir rétablir un cercle vertueux et rétablir les autres, le statut nutritionnel en sélénium, en bore, en tout ce qu'on veut, c'est notamment le magnésium qui est nécessaire à des milliers de fonctions concrètement. Et quand on est une femme, clairement, ça concerne, j'ai envie de dire, les ovaires, la thyroïde, les glandes surrénales, le foie, la glycémie, le système nerveux, absolument tout. Le magnésium qui lui-même ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas assez typiquement de potassium, donc super super important. Le potassium, il est aussi important avec le sodium notamment parce que en fait, en duo, il régule tout un tas de fonctions, que ce soit la membrane cellulaire qui est super importante pour absolument tout au niveau cellulaire, l'hydratation des cellules, l'équilibre des fluides, la fonction du système nerveux, des glandes surrénales, de la thyroïde, et aussi les vitamines du groupe B, toutes ensemble qui fonctionnent en synergie, qui vraiment rentrent en compte dans, comme le magnésium, dans un millier, plus de milliers, enfin, plusieurs milliers de fonctions, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment un énorme focus quand je travaille avec mes clients, ce magnésium, potassium, sodium, vitamines du groupe B, c'est la base. On commence par ça, et une fois que ça va mieux, on se préoccupe du reste, qui est tout aussi important, mais finalement, voilà, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, et tant que ça n'est pas en place, le corps n'arrivera pas à suivre. Ouais. C'est ce que nous, on a remarqué aussi, et j'ai toujours aimé, tu vois, de mettre les micronutriments ensemble avec la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, c'est ce que tu as dit, tu vois, le magnésium et les vitamines D qui sont très importants pour le foie qui a quand même des centaines de fonctions dans le corps, qui est très impliqué dans tout ce qui est métabolique, que ce soit hormonal ou que ce soit digestif, hein, pour le dire comme ça. Et en fait, nous, en médecine chinoise, ce foie-là, on dit qu'il régule les règles. C'est lui qui va les déclencher, c'est lui qui va réguler le flux, d'une manière très énergétique. Donc, en fait, quand le foie ne fonctionne pas, bah, les règles et tout ce qui est lié à ça, en fait, ménopause, procréation, peu importe, en fait, est impacté. Et en plus de ça, en médecine chinoise, on dit que le foie, c'est l'organe du stress. C'est-à-dire, c'est l'espèce de bouclier qui prend en premier. Et quand il y a un quelconque stress, hein, que ce soit trop de travail, que ce soit un stress émotionnel, que ce soit des peurs, que ce soit des tensions en famille, au travail, peu importe, c'est le foie qui prend. Et à partir de ce moment-là, en fait, il ne régule plus du tout l'énergie et tout ça, ça impacte aussi les règles. Et quand on fait circuler que le foie, ben en fait, parfois, c'est pas suffisant et il y a quand même besoin, en fait, du magnésium et des vitamines. Mais moi, j'ai vraiment vu l'impact incroyable que ça ajoutait en plus parce que c'est comme si ça intervenait comme une espèce de régulateur calmant quand on donne finalement les micronutriments dont le foie a besoin. Et je voudrais bien, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint très, très fortement au niveau de la nutrition. Et je trouve qu'il y a encore trop peu de professionnels qui prennent ça en compte, qui en parlent, qui sont ce bouclier qu'on a entre les deux, entre l'estomac, rate, pancréas, estomac et le foie et toutes ces fonctions digestives qui se passent avant qu'on attaque réellement la digestion à travers les intestins. Et souvent, quand on pense digestion, on pense intestin, alors que
ces deux-là, les productions en fait des liquides dans le corps sont hyper importants et j'aimerais bien qu'on creuse un petit ce sujet de l'hypochloridrie et de l'impact en fait que ce dysfonctionnement a après en cascade sur tout le reste de ce qui se passe dans notre corps, notamment aussi au niveau métabolique. Absolument. On est complètement en phase là-dessus. L'hypochloridrie, c'est une épidémie, mais j'ai envie de dire mondiale. De toute façon, c'est le but de Yang en médecine chinoise, hein, c'est le manque énergétique et le manque de chaleur. Donc, et ça, c'est le fléau, mais intersidéral des femmes aujourd'hui. On est d'accord. Et de toute façon, il suffit d'être intense ou un peu stressé pour que le corps réduise la production naturelle d'acide gastrique. Et en plus, il y a tout un tas de médicaments qui réduisent en fait sa production. Certaines infections comme la bactérie Helicobacter pylori qui concerne quand même plus ou moins 50% des gens dans le monde qui fait en sorte que l'acide gastrique soit réduit. Quand on a une thyroïde qui est en hypofonction, ce qui est très 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 fréquent, même avant d'être au stade du diagnostic d'hypothyroïdie, l'acide gastrique baisse. Donc vraiment, ça concerne énormément de monde. Et alors, en quoi c'est important? Alors oui, c'est important pour la digestion parce que l'acide gastrique lance un petit peu tous les autres sucres digestifs. Ça fait en sorte qu'on ait un confort digestif, qu'on absorbe énormément de nutriments au niveau de l'estomac. Et alors déjà, rien que ça, hein, s'il n'y a pas assez d'acide gastrique, on n'absorbe pas assez au niveau de l'estomac, on est carencé, on pourra prendre tous les compléments alimentaires de la Terre. Bon, bah on en absorbera toujours un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et bon courage pour combler les carences. Donc rien que pour ça, et étant donné l'impact en fait des carences sur tout, puisque c'est le fuel de toutes les réactions chimiques de notre corps, on va pas y arriver. Mais en plus de ça, quand il n'y a pas assez d'acide gastrique, eh bien, c'est un peu la porte ouverte à des infections chroniques de type prolifération parasitique, fongique, bactérienne. Parce que vraiment, cet acide gastrique, c'est une espèce de pH corrosif au niveau de l'estomac qui tue tous ces micro-organismes qui rentrent dans nous tous les jours. Et ça évite qu'ils ne rentrent dans les intestins et qu'ils ne prolifèrent à l'intérieur. Quand il n'y a pas cet acide gastrique, bah, il n'y a pas ce pH et du coup la porte des intestins est grande ouverte et bon, bah, tout ça s'installe à l'intérieur de nous. Si on est un tant soit peu stressé, qu'on mange un petit pas hyper bien, voilà, qu'on soit exposé à des substances qui détruisent un petit peu notre microbiote et puis bah, ça donne l'occasion à tout ça de proliférer, de nous embêter à tous les niveaux hormonaux, métaboliques et tout le reste bien évidemment. Voilà, et malheureusement, en plus du stress, de certains médicaments, de l'hypothyroïdie, etc., en fait, plus on avance en âge, moins on en produit naturellement, donc plus c'est vraiment fondamentalissime. Donc c'est vraiment crucial de commencer par là. Et souvent, en fait, quand des personnes viennent me voir avec des problèmes hormonaux ou des problèmes digestifs, avec voilà, du candida, des infections fongiques ou autre chose parasitique, en fait, je ne commence jamais ni par les hormones, comme je le disais tout à l'heure, ni par ça, parce qu'en fait, tant que l'acidité gastrique n'est pas restaurée, bah en fait, on va arriver à rien faire du tout. Donc, c'est la base. On commence par ça. Et effectivement, ça agit en synergie avec le foie qui produit la bile, qui est elle aussi tout aussi essentielle. La bile, donc, c'est le liquide produit par le foie qui fait un peu camion poubelle et qui déverse dans les intestins tous les déchets, toxines préalablement filtrés par le foie pour que ça sorte via les selles. Mais au passage, ça permet aussi d'émulsifier les gras, d'absorber les gras, les vitamines liposolubles, ADEK. Ça permet aussi de faire un peu le ménage dans les intestins et d'avoir une action antibactérienne, antifongique, antiparasitique, d'absorber voilà, un petit peu plus, d'entretenir le microbiote intestinal, de faire en sorte que le transit fonctionne bien. Si le transit ne fonctionne pas bien, voilà, c'est aussi la porte ouverte à tous les problèmes hormonaux et métaboliques. Donc voilà, si ça ne fonctionne pas, il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne. Encore une fois, la base, et on est vraiment d'accord là-dessus. Moi, j'adore qu'elle a bouclé qu'on a fait parce que là, en t'écoutant sur l'affaire, je me dis, mais on a été quand même un truc sur la ménopause. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que tous les deux, on a mis notre cœur de métier, en fait, l'alimentation. Parce que tout passe par là. On a beau essayer de chercher, bah, j'ai des problèmes de ménopause, j'ai des problèmes de règles, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de digestion, j'ai des problèmes de chaud-froid, de douleur, de je ne sais pas quoi, d'infection, de candida, peu importe. Bah, tout passe par ce noyau au milieu qui est responsable de la production et d'assimilation de tout ce dont on a besoin pour après que tout le reste puisse fonctionner, notamment en fait les hormones, mais aussi la production de la bile, les sucs pancréatiques et tout ça qui nous permettent d'être tout simplement de rester en vie et d'être en vie. Donc ça me fascine à chaque fois que tout revient toujours qu'à ça. Et ce qui est
étonnant aussi sur les compléments alimentaires et ça paraît con parfois. On se dit, OK, tu as tel problème, mais il va falloir que tu prennes du magnésium. Tu as tel problème, bah, c'est du magnésium. Tel problème, c'est du magnésium. Et on se dit, mais le magnésium, il soigne et tout. Non, en fait, il a l'origine de tous les mécanismes et quand il y en a pas, enfin, c'est ça qui soigne. C'est pas qu'il soigne et tout, c'est qu'en fait, il a besoin pour plein de choses. Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais parfois on a quasiment un peu l'impression de tourner en rond parce qu'on dit toujours les mêmes choses, on ramène tout le temps toujours au même truc, c'est-à-dire à cette sphère digestive, à la capacité du corps à transformer. Et ben en fait, si on passait par cette clé-là, on n'arriverait mais jamais à aider concrètement nos consultants, quoi. Complètement d'accord. Et effectivement, que quand on a des problèmes de ménopause, notamment quand ils sont très prononcés, c'est que tout ce qu'on vient de voir est en dérèglement depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, parfois depuis déjà avant la puberté, et que finalement il y a juste un petit truc qui se met à travers le fil rouge de notre vie qui nous amène à mon Dieu, la ménopause, c'est juste le truc le pire qui m'est arrivé dans ma vie. Ben non, en fait, c'est juste le cumul de tout ce qu'on a vécu jusque-là. Et ce sera peut-être bien qu'on mette un peu de positif là-dedans. Toujours. Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, c'est foutu. On va tous mourir de la ménopause. Et la vie sera horrible. Mais parce qu'en fait, c'est ça souvent qui est dépeint. Moi, à chaque fois, quand j'entends les médecins et tout ça, je me dis, non, mais faut arrêter. Ou quand il y a des médecins qui disent, non, mais madame, c'est normal, c'est des hormones de la ménopause, va falloir faire avec. En tout combien de fois t'as entendu ça? Moi, à chaque fois, ça me fend le cœur. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont réversibles. Absolument. Qu'est-ce qui est, nous, avec la médecine chinoise, on sait, on voit à quel point, en fait, on peut relancer un métabolisme, un organisme, à quel point on peut remettre du qi et du yang. Toi, si tu devais te baser sur tes expériences, ça m'est en général, enfin, je sais que c'est hyper variable, mais pour donner un peu d'espoir, c'est rapide, c'est pas rapide. Quand on s'y colle, quand on creuse le fond du sujet et quand on s'y met, qu'est-ce qui est récupérable? C'est une question qu'on peut pas répondre, bien évidemment, mais voilà, dépeins-nous un peu juste ton expérience et parce que c'est hyper positif et parfois on hallucine à quel point c'est rapide et chouette, quoi. Exactement. Enfin, il y a des profils tous très différents et déjà tout est récupérable, on peut agir sur absolument tout, il n'est jamais trop tard et ensuite ça peut être aussi rapide que 6 mois, aussi long que 3, 4, 5 ans, en fonction de ce qu'on est prêt à faire, à quel point on le fait, à quel point les problèmes sont là depuis longtemps, intriqués, complexes, et comment le corps réagit, quelles sont nos capacités de résilience et à quel point on en est dans les dérèglements. Mais vraiment, tout est possible et justement, c'est notre métier et c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Mais il y a toujours une solution, il y a toujours une explication et donc toujours quelque chose à faire, quoi. Ouais, je trouve ça toujours étonnant de se dire que parfois on récupère des femmes, là dans le coup, vraiment plutôt des femmes qui depuis des années, il y a rien qui va et il y a tout qui flanche, elles trouvent pas de solution et elles ont pris plein de différents trucs, entre les traitements hormonaux, entre autres, hein. Et finalement, parfois on leur file juste du magnésium et de la vitamine B et on change, on ajuste un peu leur assiette et ça fait un miracle. Et on se dit mais ça peut pas être aussi facile que ça. Ben oui, en fait, parfois, c'est aussi facile que ça. Bon, parfois, c'est beaucoup plus complexe. Je suis bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, il faut commencer par là, quoi. Et on peut pas, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en voulant tout de suite essayer des choses, c'est très pointu, des trucs un peu niche et tout. Mais je leur dis, bon, avant toute chose, on va revoir ce que tu manges, comment tu dors. Est-ce que tu bois de l'alcool ou pas? Enfin, des trucs vraiment basiques de chez basique. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux nutriments prioritaires. Il y a aussi des choses prioritaires. Et tant que ça, c'est pas fait, on peut pas espérer vraiment aller mieux avec un complément. C'est exactement ça. Ça n'existe pas, quoi. Si tu devais donner des grandes lignes universelles dans l'assiette, ce serait quoi? Finalement, rien de très compliqué. Des choses que certainement toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà entendues, mais qui marchent. Déjà, si on peut manger
le plus brut possible, le plus naturel possible et le plus dense en nutriments possible, c'est déjà énorme. Si on peut manger bio au maximum dans la mesure du possible, c'est énorme parce que les pesticides Ouais. de synthèse se comportent comme des perturbateurs endocriniens, donc des perturbateurs hormonaux. Ils ont un effet antibiotique sur le microbiote intestinal. C'est aussi des choses qui vont se comporter comme des obésogènes, donc vraiment des choses qui vont nous faire prendre du poids, ce qui est un problème majeur chez les personnes en périménopause, ménopause. Donc ça, c'est juste, on commence par là. Ensuite, par rapport à ce qu'on met dans notre assiette, un truc universel qui marche très bien, notamment à cette période de la vie, c'est d'augmenter la proportion de protéines et de réduire un petit peu la proportion de glucides, de féculents, de sucre, en fait, toute la grande famille des sucres. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à manger tellement plus de glucides que ce dont on a besoin et trop peu de protéines. Et vraiment, les protéines, je mets l'accent sur les protéines animales, dans le sens où vraiment, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est des nutriments facilement absorbables, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on trouve dans les végétaux, et directement utilisable par le corps en général. Donc c'est un vrai raccourci, surtout quand on n'a pas encore restauré l'acidité de l'estomac, la bile, etc. Au moins, on est à peu près assuré d'absorber quand même quelque chose, quoi. Et puis, les protéines animales, c'est quelque chose qui régule vachement bien la glycémie, ce qui est quand même une des pierres angulaires de la santé hormonale tout le temps, mais encore plus à la périménopause, ménopause, où le profil métabolique d'insuline, de glycémie a tendance à changer parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, voilà, on perd certaines hormones qui avaient un effet positif là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la base. Commencer par un petit déjeuner salé avec protéines animales, comme on l'entend en ce moment, mais voilà, rien de nouveau, rien sous le soleil, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment très, très, très important, fondamentalissime. Et aussi, je dirais, essayer peut-être de manger, de se nourrir un petit peu plus, d'éviter tout ce qui est sous-nutrition, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il s'agit de, voilà, de faire attention à pas juste se gaver de pâtes, de riz et de sucre, évidemment, mais voilà, plus de protéines animales de qualité, de végétaux de qualité, etc. Mais voilà, d'éviter justement de se dire, bon, bah voilà, j'ai pris du poids, donc je me restreins, parce que quand on se restreint, en fait, le métabolisme s'ajuste et fait en sorte que, voilà, on survive malgré un trop peu d'apport énergétique. On a tendance à empirer, en fait, la situation, à stocker toujours plus, parce qu'on est toujours plus en manque d'énergie, donc on se met en conservation d'énergie plus. Donc vraiment, éviter la sous-nutrition à tout prix. Et tu sais, on parlait d'acide gastrique. Moi, je trouve que c'est très, très important à cette période de la vie, mais toute la vie, de faire attention à manger du sel. On a très, 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 très peur du sel de nos jours. Alors, bien évidemment, il s'agit de pas manger n'importe quel type de sel. Moi, je déconseille tout ce qui est sel raffiné, voilà, blanchi, où il ne reste plus que voilà, une molécule de sodium, enfin une molécule, la molécule de sodium à l'intérieur. Voilà. Alors si on consomme du sel enfin non raffiné, comme du sel de Guérande qui n'a pas été blanchi, du sel de mer, quoi, ouais. Du sel de mer, etc. Ça vient avec du sodium, mais du potassium et aussi plein d'autres minéraux qui agissent en synergie avec le sodium. Et dans ces conditions, le sodium, c'est vraiment c'est la base de la vie. Et quoi, sans sodium, il n'y a pas de vie. Et sans sodium, il n'y a pas d'acide gastrique. Et on a vu tout à l'heure que sans acide gastrique, bon, bah voilà, c'était compliqué de restaurer la situation. Donc ça, c'est super important. Moi, je suis un peu rabat-joie, mais au niveau de l'alcool, le moins possible, voire zéro, c'est vraiment l'idéal. Et notamment quand on est en périménopause, vraiment, l'alcool, c'est un perturbateur endocrinien majeur, surtout par rapport à l'estrogène. Et comme à la périménopause, parfois, on a vraiment des pics d'estrogène de fou qui engendrent des bouffées de chaleur, des caillots dans les règles, des règles hémorragiques et que sais-je. Dès qu'on boit un petit peu d'alcool, ça fait flamber l'estrogène et ça ne fait qu'empirer en fait tous ces symptômes, les symptômes vasomoteurs notamment, donc les sueurs nocturnes, mais aussi les maux de tête, les choses comme ça. Et voilà, ça met aussi un frein à ce qui se passe au niveau du foie. On en parlait tout à l'heure, le foie c'est tellement crucial. Ça empêche aussi l'absorption du magnésium et de vitamines du groupe B surtout, qui sont, voilà, on l'a dit, tellement importantes. Donc vraiment l'alcool. La cigarette fait ça aussi, hein, quand même. Comment? La cigarette fait ça aussi. Cigarette fait ça aussi. Donc voilà, on a l'impression qu'on dit des choses simples et qu'on est rabat-joie, mais en fait. Non, c'est juste la base. C'est la base. Alors, sur la viande, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que la viande, elle nécessite quand même une acidité de l'estomac assez acide. Donc, en fait, naturellement, quand on mange de la viande, le corps va plus en produire parce qu'il en a besoin. C'est-à-dire, on va, contrairement aux végétaux, c'est-à-dire, on force le corps à aller vers quelque chose qu'il n'a plus trop l'habitude de faire. Et souvent, j'observe ça chez les végés.
C'est qu'ils ont plus facilement, en fait, ce qu'on appelle un vide de Young de l'estomac, c'est-à-dire de ne pas avoir suffisamment d'acide chlorhydrique, ne pas avoir suffisamment de force de frappe à cet endroit-là, c'est-à-dire de cette barrière aux virus, aux bactéries, à tout ce qui rentre, et à pas correctement arriver à extraire les micronutriments parce que, en fait, il n'y a pas suffisamment de chlorhydrique. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mange tout le temps de la viande et que ça. Mais ça veut dire si on le fait déjà une fois par jour et en petite quantité, c'est absolument suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Et il y a un truc sur lequel on se rejoint aussi, que je que je retrouve chez toi. J'en suis ravie de le retrouver chez toi, parce que c'est un grand pilier de la médecine chinoise, mais on le trouve quasiment nulle part ailleurs. On le trouve un peu dans la naturo, mais en général, chez les médecins, alors là, on a perdu tout le monde. C'est l'amertume. Dans la médecine chinoise, en fait, tout ce qui est amer va stimuler la production de la bile, va renforcer en fait ce feu digestif ou cette part du feu digestif qui est très importante. Et en général, par exemple, quand on regarde toutes les épices séchées, hein, qu'ils soient entiers ou en poudre, on va estimer que ça a un goût amer parce que c'est tellement concentré que c'est désagréable dans la bouche quand on mange, allez, 5 clous de girofle, vous pouvez pas, quoi. C'est tellement désagréable, c'est tellement chargé en nutriments, c'est tellement chargé en yang et en amertume qu'en fait, on va les recracher à la fin. Et toi, tu as ça aussi parce que tu as quand même découvert que, ou appris, je suppose, que c'est tellement important en fait pour augmenter nos capacités digestives. Absolument. En fait, qu'on ait le prisme médecine chinoise ou le prisme voilà biochimie cellulaire, ça marche de la même manière, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se rejoint à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Mais effectivement, des aliments amers, tu vois, moi je fais attention à manger un petit peu tous les jours. En début de repas, notamment, ça permet justement de stimuler les fameux sucs digestifs, comme tu disais, ce qui est la base de tout. Donc ouais, c'est absolument fondamental et j'en parle et je le rabâche à toutes mes clientes. Et comme tu dis, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression de faire un petit peu les disques rayés, mais encore une fois, je pense que ça fait partie de ces choses universelles que tout le monde peut mettre en place, même si pour aller plus loin, si ça suffit pas à régler les problèmes, bah voilà, on peut avoir une approche plus personnalisée. Il y a toujours moyen de faire plus si vous pensez avoir déjà toutes les bases mises en place, mais il faut commencer par là encore une fois. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on a perdu en fait cette habitude de l'amertume. On l'utilise plus du tout. Les gens disent ah non mais j'aime pas. Ouais. Alors que de toute façon on le prend en très petite quantité. Alors on l'a à travers notre alimentation avec tous les salades qui sont un peu amères, avec les épices qui amènent ça aussi. Et après, il faut quand même pas oublier que dans toutes les cultures, ok là on retrouve l'alcool, mais c'est un moyen de conservation. Mais quasiment dans toutes les cultures, on trouve quand même les alcools amers, on trouve les alcools à base de plantes, dans toute l'Europe on l'a, que ce soit en Allemagne, en France, en Angleterre, le dire, et c'est papy qui a la petite gentiane, bah, c'est une des meilleures choses digestives qu'on peut faire, peut-être pas au début du repas, mais à la fin du repas, et surtout on le prend en petite quantité. Vous avez notamment les plantes comme l'élixir du suédois ou on a plein d'alcools locaux aussi qui font ça. Oui, ça rajoute de l'alcool, mais en fait, sur les grands repas, c'est une des meilleures solutions qui existent. Mais là, on est dans les quantités d'une cuillère à soupe. Hein, ouais, on n'est pas au-delà de ça, quoi. C'est ça, on n'est pas au gros verre, on n'est pas à 3 verres de vin. Et surtout, le vin n'a pas du tout le même impact que c'est ultra concentré de plantes. Et en fait, on les trouve aussi sous d'autres concentrés de plantes à base d'autres choses. Et je ne sais pas, toi, tu les consommes comment? Tu veux dire les concentrés de plantes sous forme d'alcool? Non. Non, les plantes amères. Les plantes amères, alors moi c'est plus, tu vois, je vais me faire une salade d'endives pour commencer, une salade de cresson, de roquette, voilà ce genre de choses, et aussi à travers les épices, voilà, on peut y aller. On peut y aller à grande dose, j'ai envie de dire, avec les épices, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si on regarde un petit peu les techniques de cuisine ancestrale d'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas s'ils savaient pourquoi ils faisaient les choses de telle manière, pourquoi ils cuisaient les choses de telle manière, mais en fait, ils avaient complètement raison. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être y retourner, quoi, pour la densité nutritionnelle et pour l'utilité de toutes ces choses. Donc, on parlait effectivement des aliments amers, mais tu vois, je pense à comment on cuisait la viande avant, super longtemps,
avec les os, avec les morceaux cartilagineux, avec, tu vois, les yeux de poisson, les arêtes de poisson, les peaux de poisson, parce qu'en fait, dans tout ça, il y a des nutriments qu'on ne trouve pas dans les muscles, en Ouais. fait, de la chair, du poisson, de la viande, etc., qui sont complètement complémentaires, qui ont beaucoup d'apports anti-inflammatoires, qui sont riches en vitamines liposolubles, en gras de super bonne qualité, qui sont la base de nos hormones. Et, euh, et voilà, ça fait réfléchir sur, oui, prendre le temps de cuisiner, c'est un investissement en temps, en énergie, en argent, en tout ce qu'on veut. Mais le corps nous Mais remercie. c'est exactement Voilà, ça. exactement, À un moment exactement. donné, on n'a plus le choix, quoi. Exactement. Et Mm. pourtant, ces bonnes choses de la viande, en fait, c'est pas forcément les morceaux les plus chers. Absolument. Donc, Au c'est ça contraire. qui est la bonne nouvelle. Ouais, oui, non, mais bien sûr, absolument, Ouais, absolument. Quand on va chez le boucher et qu'on demande du foie de volaille, c'est clairement pas le truc le plus cher. On est d'accord. ouais. Mm. Et si on avait, alors là, il y a une question qui a dit, mais comment est-ce qu'on augmente, enfin, comment est-ce qu'on améliore la chlorhydrie de Mm. l'estomac? Je pense qu'on l'a déjà dit. Donc, en fait, de toute façon, consommer du sel de mer. Oui, Il y a un complément alimentaire qui est bien aussi, qui est le zinc, oui. euh, en général. Et puis après, manger plus d'épices. Ça Oui. fonctionne super bien aussi. Un peu plus de protéines animales, sans en faire trop non plus. Mm. T'en as d'autres? Ne pas boire Prendre le avant temps, le repas. Ne pas boire avant le repas. ne pas boire avant Ça, le repas, carrément. avant le repas. On est Et d'accord. peut-être un peu plus tôt à la fin, pendant ou à la fin, et en petite quantité, mais surtout pas avant le repas parce que vous diluez tout. Voilà, c'est un peu effet chasse d'eau et du coup, bah, le peu de qu'on a produit, boum, ça s'en va, c'est un peu C'est triste. exactement du foutu. Euh, mais au même titre, voilà, en termes de solutions hyper simples, mâcher ce qu'on mange, c'est super important parce que sinon, en fait, le corps, il n'a pas le temps d'enregistrer que, oh là là, il est en train de manger, donc il faut que je produise les glucides, blablabla. Non, il faut prendre le temps déjà, il faut déstresser avant de manger. Deux Oui, petites minutes tranquilles parce que le moindre stress fait qu'on ne produit pas d'acide gastrique. On mâche c'est ça. tranquillement et effectivement, tout ce que tu as dit précédemment. Ouais, ce sont des choses simples et en fait, Ouais. on va pas réinventer l'alimentation là ici, pas du tout. Mm. C'est juste que remettre des choses au centre qui sont essentielles et que tout le monde peut appliquer sans que ça coûte trop d'argent. Je veux dire, en fait, Absolument. entre un sel industriel et un kilo de sel de Guérande, il doit peut-être avoir 3 euros de différence, quoi. Donc, ça, c'est jouable, quoi. Et pourtant, ça joue, ça fait Ça fait tout, tout. tout, tout, Ouais. tout. On est complètement d'accord. Est-ce que tu vois des questions? Parce qu'en fait, moi, dans l'onglet de Alors, questions, j'en avais que celle-là. faut que je fasse apparaître. Monia qui nous dit merci, j'apprends plein de choses. Ça fait des années que je galère. Bah, on est vraiment ravis de t'apporter quelques petites clés. Quelqu'un qui nous dit et si on est végétarien? Je pense qu'elle réagissait à Hum, comment faire de l'acide gastrique parce qu'on parlait de manger un petit peu de viande, Amertume. etc. Zinc, amertume, ne pas boire avant le Ça repas, marche sel. aussi. Déjà, avec 4 sur 5. Absolument. Pouvez-vous nous conseiller un type de magnésium, voire une marque? Alors, moi, je tente à jamais conseiller une marque parce que Donc, voilà. voilà. Mais alors, il y a plein de types de magnésium différents et en fonction de ce que tu cherches à faire avec le magnésium, ben, un team sera plus intéressant que l'autre. Mais de manière générale, moi, j'aime bien, tu vois, le glycinate ou bisglycinate de magnésium, qui est un magnésium très généraliste Ouais. qui va à la fois apaiser le système nerveux, aider le foie, les glandes surrénales, la fonction ovarienne, régulation hormonale de manière globale, nous aider à dormir dans l'immense majorité des cas. Donc c'est voilà une option à considérer qui est plutôt safe, bien tolérée, bien absorbée. Donc voilà, pourquoi pas celui-ci? Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, c'est celui qu'on conseille aussi. Voilà. Trop bien. Quand c'est en général comme ça, c'est quand Mmh. même celui qui fonctionne bien, quoi. Mmh. Et puis après, soignez votre marque, quoi. Je veux dire, n'allez peut-être pas chercher celui qui est vendu au supermarché pas trop cher, mais investissez un tout petit peu dans la qualité. Voilà. Donc, on trouve en pharmacie, en parapharmacie, on trouve un peu partout, quoi. Aujourd'hui, ou en magasin de bio, c'est vraiment très facile à trouver quand même. Ça fait un bien fou de vous écouter. Trop sympa. Merci. Merci beaucoup. Ménopause difficile égale nombre dérèglements égale diminution progressive de la capacité digestive. On est toutes d'accord. Je suis en pleine ménopause dure à vivre. Le corps est une machine formidable avec une exceptionnelle faculté de récupération. Complètement. C'est pour ça que, effectivement, comme tu dis, Sabine, rien n'est une fatalité. Ouais. Voilà.
Alors, je remonte, je remonte, je Ah, remonte. moi, j'ai pas trop de questions. J'ai juste, je pense que je suis sur ton live à toi, Hmm. finalement. Euh, Alors, j'ai une question qui est arrivée là. Pour le côté amer, on avait dit, hein, c'est vraiment des épices. Vous pouvez vous trouver des complexes de plantes amères et en boutique bio. Vous trouvez des complexes froids. Je suis pas très fan de ça parce que souvent c'est vraiment des plantes qui sont très froides, genre type desmodium et tout. Mais en gros, vous avez, à partir du moment où vous avez des mélanges, où vous avez le curcuma, une excellente plante amère qui stimule le foie, et vous pouvez acheter des racines et vous pouvez râper ça sur vos légumes. Hein. Et vous faites juste une demi-racine par repas, c'est déjà génial. Et vous pouvez la prendre et vous pouvez l'infuser. On peut utiliser le romarin qui est amer et qui est vraiment absolument fantastique pour le foie. Vous pouvez, pareil, le faire infuser. Euh, la badiane, avec le girofle, le cardamome, tout ça, ça aide bien. La racine de pissenlit que vous trouvez assez facilement en boutique bio dans les tisanes. Euh, et puis après, vous pouvez même vous faire une petite tisane juste pour vous, genre gingembre frais, curcuma frais, euh, pissenlit, romarin. En hiver, vous mettez un peu de thym avec, qui est amer aussi, qui en plus va dégager les voies respiratoires. Euh, et si vous avez envie, allez, ce que vous trouvez, un clou de girofle ou pas plus. Hein. hmm. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir au niveau du goût. Je veux dire, vous pouvez prendre plein d'épices entières et les faire infuser. Et ça vous fait toujours quelque chose d'excellent pour l'estomac et pour la capacité digestive. Euh, il faudra tenir que plus c'est dur et plus c'est concentré, plus il faut le décocter, parce qu'en fait, quand vous faites infuser des racines séchées d'œufs, bah, ça fonctionne beaucoup mieux si vous les mettez dans de l'eau bouillante et vous faites bouillir pendant 20-30 minutes. Et là, c'est un air. Là, c'est Vous bien allez voir. amer, mais ça fait d'autant plus d'effet. Il y a Jade Patricia qui dit en périménopause, est-ce que c'est la progestérone que l'on perd en premier? Il est même parfois courant de conserver l'estrogène après la ménopause, non? Alors, en fait, la progestérone, c'est la première hormone à chuter, mais même avant la périménopause. Hein, voilà, dès le début de la trentaine, voire même un peu avant, elle commence à régresser un petit peu. Après la périménopause, voilà, la chute est beaucoup plus verticale, entre guillemets. Donc oui, en général, c'est la première hormone qu'on perd. Et puis l'estrogène, on finit par au bout d'un moment, ne plus en produire au niveau des ovaires. Mais on a toujours un tout petit peu d'estrogène en circulation à la ménopause parce que on a la capacité d'en produire à partir des hormones androgènes qu'on produit toujours depuis les glandes surrénales, notamment par une enzyme voilà, qui s'appelle l'aromatase qui transforme les androgènes en estrogènes dans les cellules de gras, dans les cellules adipeuses notamment. Donc voilà, mais par rapport à la dose d'estrogène qu'on avait pendant notre vie reproductive, c'est vraiment très 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 peu. Mais c'est aussi pour ça qu'à la ménopause, il faut vraiment choyer nos glandes surrénales qui produisent du coup les androgènes qui sont transformés en un tout petit peu d'estrogène dans les cellules adipeuses. Voilà, pour profiter quand même des bénéfices du peu d'estrogène qu'on produira à ce moment-là. Et de pas trop stresser, parce qu'en fait, les surrénales, ils sont quand même grandement mis à contribution quand on stresse. Donc, en fait, on revient toujours à ce truc-là. On se dit, ouais, mais on sait qu'il faut pas stresser. C'est clair. Et je trouve que cette période de la périménopause, ménopause, ça coïncide avec un moment de vie où souvent le stress est à son pic. On est, je sais pas, on a des enfants ados, ce qui peut être un peu compliqué, une carrière à son pic, peut-être qu'on divorce, peut-être qu'on a des parents dont il faut s'occuper. Waouh, ça fait beaucoup, donc il faut peut-être commencer par là, mais c'est un vrai challenge, mais c'est d'autant plus important, c'est clair. Moi, j'ai les quatre. C'est dur. C'est une chose que j'ai l'entreprise. Mais bon, à partir du moment où on sait ça, je pense que le plus important, c'est d'apprendre, et on va peut-être en faire un mot de la fin, là, de ça. Je pense que le plus important, c'est déjà d'embrasser la vie telle qu'on la vit, telle qu'on l'a, parce que on l'a choisie et parfois on peut pas faire différemment. Et le but, c'est pas de se dire, mais mince, ma vie est comme ça et de toute façon, je m'en sortirai jamais. Le but, c'est de se dire, OK, j'ai ça, c'est ça mon statu quo, et qu'est-ce que je peux apporter à ma vie? Qu'est-ce que je peux ramener si c'est des bonnes habitudes alimentaires? Une toute petite meilleure habitude de sommeil, des compléments alimentaires,
et qu'est-ce que je peux juste en faire à petite dose, parce qu'en fait, parfois, c'est déjà tellement d'amélioration de faire juste des petits trucs pour essayer de stabiliser les choses les plus désagréables et les plus compliquées et parce qu'en fait, à partir du moment où vous dormez pas parce qu'il y a des bouffées de chaleur, parce que vous ne digérez pas, parce qu'en fait vous avez des pics glycémiques et que vous stressez parce que vous avez des pics glycémiques, et on est dans un cercle vicieux dans lequel on n'arrive pas à sortir. Mais quand on a juste ces petites clés, un peu de compléments alimentaires, un peu de meilleure nutrition, un peu de plus de repos, on arrive à faire. Et un peu moins de toxines. Enfin, j'enlève un peu, hein, c'est en fait notamment au niveau du produit de beauté, peut-être le plus naturel possible, hein, des huiles, de l'aloe vera. Ça fait du bien à la planète et à la peau. Absolument. Et voilà quoi. Et ou juste en moins des trucs bio et avec moins de parabènes et ce genre de choses dedans, ben vous allez voir que les changements sont juste incroyables en fait. Ouais, en avec fait, tellement de choses. pas grand-chose pour renverser le cercle vicieux on le pousse dans un cercle virtueux un tout petit peu et puis après dès que un symptôme va mieux, un autre va mieux, on a plus d'énergie pour faire plus et ça s'engrange tout seul, enfin tout seul. Non, parce que c'est quand même nous qui mettons les choses en place. C'est pas forcément facile, évidemment, mais voilà, commencer petit, simple, et il n'y a pas de ouais, c'est déjà ça. Et puis après, suivi des gens comme nous. Alors, voilà, parce qu'en fait, nous, on est quand même dans un objectif de partager le plus possible, de faire des explications. Je ne sais pas, toi, moi, j'ai une chaîne YouTube. Je ne sais pas si toi, tu en as une. Non. Non, t'en as jamais. Mais bon, mais dans ta bio, tu as plein de choix de liens, de trucs, de choses à regarder, à des vidéos qui sont hyper riches et qui sont super bien faits. Alors, avoir fait la formation avec vous, c'est quand même bien structuré et plein d'informations. Moi, vous avez la chaîne YouTube, et on a tous les deux énormément de contenu déjà sur nos comptes Instagram, sur les comptes Facebook. Moi, j'ai des programmes en ligne dans lesquels on suit, enfin, on est toute une équipe, on est 5 coachs en fait à vous suivre. On a tous les deux des formations pro, donc on est vraiment là à essayer de rendre ce monde un peu meilleur avec nos pauvres moyens. Et on a été nos propres cobayes, hein, j'imagine, toi comme moi. Donc voilà, on est passé par là et c'est bien aussi de se comprendre quand on parle de ce genre de sujet, quoi. Donc exactement ça. Voilà. Bah, très beau mot de la fin. Franchement, j'ai rien à ajouter, Nina, à part que c'était vraiment un plaisir. Je suis très contente qu'on ait réussi à faire ça ensemble. Et puis, bah, j'espère que ça vous a aidé. Voilà. J'espère. J'en suis sûre. Bon, super. On vous souhaite tous une bonne soirée. On va mettre ça en replay, bien évidemment, sur nos deux comptes. Et puis après, vous allez pouvoir nous re-regarder autant que vous voudrez. Voilà. Bah, à très très bientôt tout le monde. Bonne soirée. Merci encore, Nina. Ciao. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.